Et je vous laisse me dire Je exactement. fais l'enregistrement. This meeting is being recorded. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Alors, Merde, merde, attendez, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Putain, j'ai une notification à la con. This meeting is being recorded. bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un YouTuber qui s'appelle Zioclo. Vous ne le connaissez peut-être pas chez François parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. Bonjour Zioclo. Bonjour, bonjour Xavier. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Écoute, d'abord, merci beaucoup de nous donner de ton temps. Alors, j'ai regardé certaines de tes vidéos. Les gens, François, ne te connaîtront pas. Par contre, du côté, on va dire, des anti-complotistes ou des non-complotistes, eh bien, les gens te connaîtront parce que tu as été critique, on va dire, de ces personnes-là. Et donc, on va essayer de converger, de voir les points de divergence et les points de convergence de manière à ce qu'on donne la parole à tout le monde. Alors, ça va être un exercice qui est assez inhabituel parce que moi, je ne sais pas ce que va dire Zioclo sur ces éléments-là et il ne sait peut-être pas ce que je vais dire sur ces éléments, mais on va évoquer le complotisme, la zététique, les fact-checkers. Mais Zioclo, peut-être pour les auditeurs de François, alors ceux qui te connaissent, merci, ce sera peut-être redondant, mais j'aimerais bien que tu présentes un petit peu ton background et ce qui t'a amené à faire ces vidéos. Et je crois que tu as fait plus de 100 interviews, donc C'est ça. on peut pas dire que tu en as fait zéro. Ouais, j'en ai fait une centaine. Alors moi je suis un petit vidéaste sur YouTube, donc j'ai fait une centaine d'interviews. Je suis autant d'un camp sceptique que d'un camp critique du scepticisme actuellement sur YouTube. Alors d'où je viens? Moi à la base je suis un jeune homme hein, qui à la base n'a rien à voir avec le Internet, YouTube, etc. Je me suis mis sur Internet après un parcours de vie très compliqué. Je suis un ancien toxicomane qui suis passé par des dérives sectaires de type New Age, en essayant un petit peu de m'acoquiner avec des courants un peu radicaux, traditionnalistes, etc. Enfin, j'avais une sorte d'affection pour ce genre de choses, et jusqu'au point quand même de vouloir devenir franc-maçon aussi, dans ce délire un peu complotiste que j'avais à l'époque. Et je dis bien délire pour moi, personnellement. Pourquoi? Parce que j'étais dans une phase de vie où je sortais petit à petit aussi de mes addictions et je pense que j'ai décapsulé, clairement. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui se sont convaincus qu'ils vivaient des trucs incroyables à certains moments, mais de manière mystique, hein, je parle pas de manière physique. Et je suis tombé assez loin dans mes croyances au point de croire par exemple, je sais pas, les pyramides volantes, pas volantes, mais en gros les pyramides construites pourquoi pas par des extraterrestres, pourquoi pas être connecté directement à Dieu, pourquoi pas des choses comme ça. Et j'en suis revenu en voyant les pratiques de certains déjà, parce que j'ai vu, alors je dirais pas du charlatanisme en fait, contrairement à la Tronchambier qui a beaucoup axé là-dessus. Alors pour moi il n'y a pas que des charlatans, il y a beaucoup de gens en fait qui sont convaincus de ce qu'ils vivent et qui arrivent à se convaincre tellement que, comment dire, ça devient une part de leur identité. Et du coup, il est très difficile d'en sortir, parce que, comment dire, se remettre en question totalement sur des croyances qu'on a acceptées en amont, alors que peut-être on vient pas en plus de ce monde-là, il y en a qui sont très scientifiques, cartésiens, qui tombent dans ce genre de trucs, et bien effectivement, ça demande un effort intellectuel et un effort même de remise en question et peut-être de perdre de tout ce qui nous entoure socialement parce qu'on a construit du coup une nouvelle vie autour de ça, ce qui est normal. On choisit des gens qui nous correspondent un petit peu, donc peut-être qu'on va quitter des gens qui ne nous correspondent plus à un certain moment de nos vies. Et du coup, quitter ces gens qui nous correspondraient mieux à ce moment de notre vie est peut-être très difficile si jamais on se retrouve tout seul. Donc il y a plein de choses qui jouent et les comportements de certains qui prenaient, comment dire, beaucoup de domination, on va dire, sur la psychologie de personnes faibles, accueillis, qui étaient en quête de vérité ou en quête d'initiation même, hein, ça va dépendre des cas, eh bien ça m'a beaucoup écœuré, sachant que moi, je savais très bien que j'étais pas un médium, mais je savais tirer des cartes et j'étais très apte à pouvoir définir un parcours de vie de quelqu'un. Et je pense que c'est juste de la psychologie, de l'observation, de l'écoute. Et puis après, il y a d'autres méthodologies aussi pour laisser entendre des choses qui n'ont pas été dites, mais qui donnent l'impression qu'on a quand même dit quelque chose de très très intéressant et très très pertinent. Donc malheureusement, entre de la manipulation, des gens qui sont très désemparés, des gens qui sont très sûrs d'eux, qui veulent tous prendre la place de l'autre gourou, etc., j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Et même moi, hein, j'étais dans une position où
où je voulais aussi, pourquoi pas, prendre une de ces places tant qu'on voyait, avec 500 € la formation pour le week-end par personne. Et du coup, non, ouais, franchement, ça m'a fait avoir pas mal de recul sur ces histoires-là. J'ai découvert la Tronchambier aussi en les détestant beaucoup au début. D'ailleurs, je les ai interviewés aussi, c'était très agréable, parce qu'on pouvait discuter assez tranquillement et tout, c'était sympa. Mais du coup, grâce à eux, malgré tout, et je le répète quand même, parce que c'est quand même grâce à eux d'une certaine manière, ils ont été pour moi une étape pour retrouver un peu d'esprit critique aussi, de ce qui me manquait, parce que moi j'étais très fan de Grimaud et tous ces trucs-là, donc de Burnstein à Grimaud, il y a un peu de détérioration, donc malheureusement, ouais, la Tronchambier, il n'y a pas que des reproches à leur faire, il y a même des compliments à leur donner, parce que, enfin des vraies médailles à leur donner quelque part, parce que sur l'information et la volonté en tous les cas d'essayer de concerner les gens qui sont dans ce milieu-là, ils avaient réussi le pari au tout début. Après, ça s'est un peu délité avec le temps, c'est-à-dire qu'au tout début, des gens comme moi ou des gens qui croient à des choses, qui sont persuadés d'y croire, etc., arrivaient quand même à aller regarder leur chaîne en se disant « Bah attends, mais il faut un truc là, ça... » C'est bizarre, quoi, je veux voir ce qui va se passer. Et c'est normal, parce qu'il y avait une démarche. Et la démarche d'aller voir un médium, d'aller voir, je sais pas, toutes sortes de gens et tout, d'aller faire des crop circles aussi, c'était une vraie démarche. Et ça s'est perdu par contre avec le temps. Maintenant, ils sont plus dans le debunk pur et dur, en disant, bah non, ils ont tort, et puis on va pas les discuter, ça sert à rien de débattre. Et ça, c'est très dommageable, parce que pour moi, le but n'est pas de prêcher des convaincus, mais effectivement d'essayer de convaincre des gens totalement réfractaires à la base à tout ça. Donc... voilà, moi je viens à peu près de là, et je suis devenu vidéaste il y a à peu près 2 ans et demi, en me disant que je vais faire du débat politique, de la radio libre beaucoup au tout début, et puis maintenant je vais reprendre aussi un petit peu mes vieux démons de radio libre, mais en gros le but c'était vraiment de faire dialoguer des gens et interviewer des gens qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire pouvoir interviewer l'extrême droite mais l'extrême gauche, pouvoir parler avec un complotiste mais parler aussi avec un sceptique total, et un jour pourquoi pas essayer de les faire débattre, même si ça c'est beaucoup plus difficile, je dois l'admettre. Donc du coup voilà. À peu près. Aujourd'hui, c'est souhaitable justement d'avoir ce débat. Donc, quelque part, tu étais dans ce qu'on pourrait appeler le complotisme dur. On va dire, tu es allé loin. J'ai flirté avec le complotisme dur, mais j'étais pas dedans comme certains sont dedans, c'est-à-dire des activistes, hein, clairement, on va dire des militants, activistes. Moi, j'étais le consommateur de ce genre de culture, et je voulais y croire, et je cherchais à me rapprocher de ces gens-là. Après... je n'ai pas plongé dedans comme certains, quoi. Heureusement. Et donc, tu as, en fait, on va dire, quelques ressorts mentaux pour essayer et quelques méthodes. Donc, tu t'en es sorti en parlant, on va dire, de la Tronchambier, parce que, comme tu dis, tout n'est pas à jeter dans certaines choses. Et on en reparlera un petit peu plus tard, parce que c'est très important de pouvoir se reparler, parce que si, bien sûr, on jette unilatéralement tout de quelqu'un, eh bien, par définition, on ne peut pas dialoguer. Tandis que si on peut dialoguer, on peut trouver ces points de convergence. Juste pour que tu nous donnes des exemples concrets. Quand je t'ai abordé, quels étaient, on va dire, les préjugés que tu avais ou les idées que tu avais contre François? Comment? Pardon. Contre François. Alors, quelles étaient tes idées? Parce moi, mes a priori, c'est... Il y a eu un soutien massif de personnages qui ont créé la polémique dans la crise en fait, du Covid. Et de ce que je sais, après je peux pas l'affirmer en fait, mais de ce que je sais, en gros vous seriez un journal qui relayerait des théories complotistes. Voilà, c'est ça que j'ai entendu beaucoup. Après j'ai pas été le vérifier, c'est pour ça que j'ai jamais parlé spécialement de François, parce que bon, après je sais qu'il y a des invités polémiques, mais moi ça me dérange pas, j'inviterais très bien Fouché, comme je pourrais inviter Raoult, enfin ça me dérange pas, comme j'inviterais aussi le pendant inverse. Donc là-dessus, voilà, c'est juste ça. Après, à la base, j'ai pas forcément de grands griefs ou de grands préjugés obligatoirement, quoi. Je connais la réputation. De toute cette interview, justement, de répondre à certains de ces griefs, parce que les étiquettes qu'on nous colle de complotistes sont des étiquettes, comme tu dis, tu n'as pas vérifié. Et donc, ce qui est le plus important, c'est de donner aux auditeurs l'opportunité de vérifier et de voir est-ce qu'on a justement cet esprit ouvert ou cet esprit fermé. Parce qu'à la base, quelque part, le vrai complotisme, c'est de enfermer les esprits, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'on est plutôt ouvert, mais l'expérience te le dira. Donc, revenons un petit peu sur cette notion, on va dire, de ta sortie de cet univers-là. Est-ce que tes 2 ans et demi de YouTuber ont aussi été instrumentaux dans cette reprise de cet esprit critique, ou bien tu avais déjà d'autres méthodes avant? Oh non, je pense que j'étais beaucoup plus méthodologique avant. Ça m'a rendu plus con, hein. Mais c'est logique en fait, je traite d'actu, c'est presque de l'actu en continu d'une certaine manière. Donc il y a un côté un peu, voilà, un peu étrange où le cerveau finit par moins
prendre d'informations parce qu'il y en a trop en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je faisais 2 interviews par semaine, plus les émissions, etc. Cognitivement, donc voilà, la capacité du cerveau d'emmagasiner des informations, de tout retenir et d'en faire quelque chose de pertinent, c'est pas forcément utile. Donc il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe et comme je disais à un moment donné, c'est que moi des fois après une interview, je vais oublier ce qui s'est passé. Mais vraiment, voilà, c'est à la poubelle du coup, c'est fait, c'est emballé, c'est pesé, on passe à autre chose. Mais parce que je m'embarrasse pas effectivement de tout ça. Derrière, au niveau méthodologie, je pense qu'il y a des moments où j'ai des retours en arrière, comme tout le monde, et des moments où je me ressaisis, on va dire, de ces outils pour être sûr être sûr, pas être sûr, d'essayer de cadrer, on va dire, ma pensée. Parce qu'effectivement, il y a des moments de vie où on est moins apte à bien réfléchir, à être bien reposé, etc. Et du coup, on est plus émotionnel. Je sais pas, par exemple, la guerre Palestine-Israël, j'étais forcément dans l'émotion, parce que je me sens un peu plus concerné que d'autres. Bon, bah c'est comme ça. Et derrière, bah, je sais qu'à ce moment-là, je vais être beaucoup moins capable de mettre ces outils en place pour pouvoir justement prendre du recul sur une situation. Donc du coup, bah, je vais exprimer un avis qui est beaucoup plus lié à mon émotion, qui n'est pas forcément juste, ni même forcément exactement ce que je pense, mais c'est ce qui va sortir à ce moment-là, parce que c'est une nécessité aussi pour moi. Tu vas réagir à chaud, et puis après tu vas rationaliser les choses, même au risque de changer d'avis. Oui, mais je me fiche de passer pour un idiot, que des gens se disent « Ah bah, là il est très bizarre, et puis là il pense pas la même chose. » Bah oui, parce que je change d'avis, et il se peut que même en 2 jours, je change d'avis 3 fois, pourquoi pas? Parce que bah, des fois on n'est pas sûr, des fois on a des opinions qui se confrontent, il y a besoin aussi de faire une sorte de, pas de débat intérieur, mais aussi intérieur tout en extérieur. Et même moi, par exemple, la discussion avec des gens qui sont dits complotistes, j'apprécie ça parce que ça... Comment dire, ça challenge un petit peu aussi là. Voilà, ça challenge Ça t'aide à structurer. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Exactement. Donc, par définition, ça veut dire que tu n'es pas con. Donc, ça veut dire qu'on doit justement respecter ton point de vue. Tu as passé beaucoup de temps dans tes interviews, comme tu dis, à interviewer des politiques et des choses comme ça, mais tu t'es quand même focalisé beaucoup sur les fact-checkers. Alors, ces fact-checkers, on va les appeler les chasseurs de complotistes. Donc, quelque part, ces gens-là auraient pu chasser des personnes comme toi dans le passé. Et tu t'es intéressé. Alors pas forcément, chasseur de complotistes, je pense que c'est pas un bon terme. Je pense qu'on devrait plus parler à la base de démonteurs d'idées qui charrient le complotisme, on va dire. Le complotisme, pour moi déjà, c'est pas une personne, ça va être des mouvements qui entre le New Age, etc., machin, qui vont tous relayer ces idées un petit peu farfelues, je sais pas, les priori de Sion, il y a plein de choses. Et moi, à la base, j'étais plus sur ce qu'ils font normalement à la base, c'est attaquer les idées, c'est-à-dire le fondement des idées qui va être le socle des croyances. Aujourd'hui, ils font encore ça, mais ça s'est beaucoup déplacé aussi sur la personne qui porte les idées du socle de ses croyances. Et du coup, on dérive fortement de les faits qui sont reprochés et la personne à qui on reproche des faits. Et moi, ça me cause un peu plus question parce que ça crée des dramas, comme on le voit beaucoup sur Internet en ce moment. Je vois des gens qui ont pété des plombs à cause de ce genre d'histoire et tout, donc c'est compliqué. Et même s'ils ont tort, en fait, du coup, le résultat n'est pas bienveillant, est problématique, et on sait aussi qu'il y a eu des vagues d'harcèlement aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a justifié le harcèlement d'un Grimaud, peut-être de vous, François, j'en sais rien, etc., dans le sens de, ils sont complotistes, ils sont dangereux pour la société, donc quelque part il faudrait les annihiler, quoi. En fait non, c'était pas le but de la démarche, la démarche c'était de les faire réfléchir pour essayer de voir s'il y avait moyen de leur faire comprendre que peut-être cette idée-là avait l'air faute, au vu de certains faits. Mais je pense qu'ils se sont aussi perdus parce que c'est compliqué. On se confronte quand même dans un milieu où, par exemple, on avait parlé de ça au téléphone, mais ils se confrontaient forcément dans le milieu complotiste. Vous avez tout un réseau où, en gros, on va parler de pédophilie à partir du moment où il y a les Illuminati, les francs-maçons, machin et tout. Et ils se sont confrontés à un harcèlement de ces gens-là aussi parce que dès qu'on commence à toucher à ces trucs-là, ça commence à être très compliqué, et là ça devient un peu plus sérieux, et je pense qu'ils se sont aussi endurcis par rapport à ça, mais par contre ils ont perdu l'empathie et la bienveillance originelle qui étaient là sur leur chaîne, quoi. Donc il y a une perte. Le président de l'AFP, Fabrice Frisch, quand il parle de fact-checkers, il dit la chose suivante: les fact-checkers ont été à l'origine créés pour, on va dire, challenger le discours des hommes politiques quand ils utilisaient des chiffres. C'était pour dire est-ce qu'ils disent vrai ou faux. Ce n'était pas du tout que pour aller dans la mouvance des idées, mais c'était aussi pour rassurer les lecteurs, rassurer les auditeurs que ce qui avait été annoncé avait une réalité. Alors, parce que parfois la réalité est beaucoup plus complexe que le simple chiffre, notamment que ce soit sur l'inflation, quand on oppose des idées politiques. Aujourd'hui, comme tu le dis, tu as vu une forme de dérive ou de modification des fact-checkers qui sont devenus, comme tu dis, à la recherche beaucoup plus
d'aller après les personnes que d'aller après les idées. Euh, Est-ce que tu peux nous prendre quelques exemples des méthodes et de ces fact-checkers que tu as regardés? Donc, tout à l'heure, tu as parlé de la Tronchambier qui est essayé de décrypter. Donc, si on prend la Tronchambier, est-ce que tu as observé une dérive, fait une modification et quelle est ta critique, on va dire? Bah, ma critique, elle est assez simple. C'est une sorte de politisation du débat autour des sujets qui vont être sélectionnés par la zététique. Avant, on était quand même sur des trucs qui étaient proches de l'ésotérisme, voilà, des choses comme ça, quoi. Et on a eu tendance à dériver du coup vers la politique. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une forte politisation du courant sceptique qui a décidé de revendiquer du coup ce courant aussi interne à la zététique, c'est-à-dire bah, du coup un courant politique plutôt progressiste, hein. Et puis, moi j'ai pas forcément grand-chose contre tout ça, mais je trouve ça très dommageable dans le sens de c'est trop affirmé, ça n'a rien à faire là en fait. C'est-à-dire, si demain j'avais une étude scientifique qui sortait ou une thèse pour essayer de démontrer quelque chose, je ne veux pas savoir de quel courant politique est la personne car je m'en cogne et que c'est pas la question. Derrière, il y a des sujets qui pourraient être traités peut-être par la zététique dans la politique. Mais dans ce cas-là, les questionnements devraient être, comment dire, on devrait les extraire justement enfin, on devrait prendre des éléments de politique, voilà, des éléments de sujets de société qu'on veut analyser, voilà, je sais pas, en sens social, qu'importe et tout, mais on devrait les extraire du coup du champ politique en disant, voilà, on va prendre ce fait-là, on l'analyse, on le décortique et on voit si c'est vrai, c'est faux, point. Mais par contre, ne pas dire, bah moi je suis pour ce fait, je suis contre ce fait. Je veux dire, ça coule plutôt de source que si on démontre que l'esclavage c'est mauvais parce que ça tue des gens, etc., machin et tout. La majorité des gens, en principe, ont tendance à acquiescer et à bonder dans le sens, surtout si on leur démontre de manière assez rationnelle tout ça. Je pense que les gens ne sont pas des débiles si on leur explique et qu'on prend le temps et qu'on les prend pas pour des idiots. Donc, pour moi, la dérive s'est faite vraiment dans une sorte de mépris. Alors, j'ai cité un exemple chez, du coup, Tronchambier, sans forcément vouloir que cibler lui, mais c'est vrai qu'il a tendance à faire des erreurs des fois. L'autre fois, il était chez Odds What the Fake et il a dit, oui, moi j'ai une sorte de respect pour les complotistes anti-pédos qui vont, comme pour le gars du Pizzagate, avec leur fusil pour aller faire quelque chose, parce qu'au moins lui il a porté ses couilles et il a été au bout de ses idées. Et là je dis stop en fait, c'est-à-dire là en fait c'est un discours dangereux, c'est le discours aussi dangereux qu'un Rémi Daillet qui dit on va faire un coup d'état et il faut porter ses couilles parce que cette fois-ci personne ne l'a fait machin et tout. Sauf que là du coup c'est un anti-complotiste qui le dit, mais pousser un complotiste à dire bah ouais mais si tu crois vraiment, bah fais quelque chose parce que voilà faut les buter les maçons si jamais c'est des pédos. Fais gaffe parce qu'un jour ça va arriver en fait, ça risque vraiment d'arriver. Et je pense qu'il y a une vraie incompréhension. Parce que bon, la dernière fois, il est traité de con, les antivax et tout. Je pense qu'il y a une vraie incompréhension de la détresse, me semble-t-il, et de la peur que ça engendre cette situation en fait qu'on a vécue. Je veux dire, une pandémie mondiale, c'est l'équivalent de ce qui se passe par exemple pour une guerre là actuellement. C'est un peu un équivalent dans le sens où on n'a jamais vu ça, c'est pas normal. On est confiné chez nous, on vit des protocoles qui n'ont rien à voir, des protocoles sanitaires et tout, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité de ce qu'on vivait avant. On a changé de monde d'une certaine manière, on a changé de paradigme un petit peu. Là, actuellement, il y a une guerre qui est en train de se déclarer, les gens sont en train de flipper. Et bien entendu, encore une fois, ça a affecté les gens. Encore une fois, on le voit dans la tension, la séparation que ça crée. Et c'est pas pour rien, c'est que effectivement, on est traumatisé, on est sidéré, et il faut un grand temps pour se remettre de tout ça, peut-être des années, et pour remettre tout un État et des gens et une population à peu près bien, il va falloir prendre en charge tout ça. Et là, c'est une responsabilité de l'État. C'est plus une question de vaccin ou quoi. Là, c'est une responsabilité de l'État de comment on fait en sorte qu'on ait des services publics, des services sanitaires, de soins, de santé qui soient efficaces et qui prennent en charge justement tout ça. Chose qui n'est pas faite actuellement et qui malheureusement continue à se désagréger comme l'éducation nationale qu'on a vu dimanche, etc. Donc, pour moi, le problème, il est beaucoup plus général. Les fact-checkers ne sont qu'un symptôme en fait de tout ça et ne traduisent qu'un symptôme aussi de la perdition, de la capacité à savoir ce qu'on veut faire vis-à-vis de ces gens-là, comment on éduque, comment on fait de la pédagogie. Et le mot pédagogie est important dans ce sens-là, je pense. Et je pense que c'est tout simplement ça, en fait. Et que c'est beaucoup plus global. Et malheureusement, eux, ils sont le symptôme, ouais. Donc il y a une forme de politisation, on va dire, du débat qui permet justement de ne pas garder cet esprit critique. On le perd un peu, il y a de l'émotion aussi, comme je l'expliquais, il y a de la politisation, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas une chose, c'est pas monocausal, ça va être plein de choses et je pense après les affects de tout à chacun. C'est-à-dire que je suis pas dans la vie d'un Thomas Durand, je suis pas dans la vie de n'importe quel fact-checker, Rudi Reichstadt, etc. Et je sais pas ce qu'ils vivent, donc peut-être qu'il y a des moments où ils sont dans un truc un peu plus obsessionnel. Je veux dire, la librairie d'extrême droite qui est montrée par les fact-checkers Rudy, etc. Tu te dis, bon,
est-ce que vraiment c'est pertinent à ce moment-là, quoi? Je veux dire, des librairies, il y en aura plein. Moi, dans ce cas, je trouve des librairies ésotériques. Pourquoi vous les faites pas? À Lyon, il y en a tout plein. Je comprends pas. Je trouve qu'il y a effectivement une errance, on va dire, là-dedans, et même une errance d'utilité pour eux. C'est-à-dire, c'est une perte de sens quelque part. C'est-à-dire, à la base, c'est un peu comme un service public qui sait pourquoi il est là. Et puis maintenant, bon, il faut leur taf, mais bon, la passion n'est peut-être plus là. Pourquoi ils sont là. Ils ont perdu leur mission initiale. Si on revient un petit peu à des éléments factuels, parce que pour sortir, on va dire, parfois du complotisme, il faut être d'accord sur les éléments factuels. Alors, il y a quelque part, si on regarde la tranche Millet ou conspiration, il y a une position qui est très tranchée. Alors, grosso modo, il y a les antivax, il y a les antisémites, il y a les extrêmes droites, donc on utilise des anathèmes. Quel est ton point de vue, on va dire, juste sur la vaccination, par exemple? Alors moi, comme je le disais, je suis pas un pro-vax, mais en tous les cas, j'ai été vacciné, je n'ai pas peur du vaccin, et je considère que c'est une nécessité, voire il y aurait peut-être dû y avoir une obligation vaccinale plutôt que de faire semblant, de dire ah ben chacun fait ce qu'il veut et tout. C'est complètement con, et surtout on vire pas les gens non plus. Enfin, voilà, il y a des choses qui ont été totalement folles. Mais par contre, oui, le vaccin, pour moi, est une bonne chose, qui a fait du bien à l'humanité. Quand tu entends des gens, on va dire, abonder dans ce sens-là, ça te rassure. Et quand tu entends des gens critiquer, on va dire, le vaccin, ça te fait quoi? Ça te fait peur? Oh non, alors, après, ce qui va m'énerver, c'est que, alors, en fait, ça va autant m'énerver quelqu'un qui défend le vaccin pour des fausses raisons. Je sais pas, il va trouver des raisons qui sont pas les bonnes, mentir peut-être, etc. Là, j'ai trouvé ça très problématique. Et si encore il ment de bonne foi, enfin, s'il se trompe de bonne foi, je m'en fiche. Mais si par contre c'est du mensonge avéré, etc., comme l'État a fait par exemple, les communicants de Véran, etc., machin, là il y a un vrai problème. Tous vaccinés, tous protégés, et pour toi, un message qui était incorrect? C'est faux, oui, forcément. Enfin, c'est pas forcément vrai, c'est une bêtise. C'est comme dire que tout le monde serait couvert à 100% par le vaccin. Tout. Non, c'est pas vrai. C'est bien sûr qu'il y a des gens qui tomberont malades, bien sûr qu'il y aura de la transmission, bien sûr que c'est un nouveau vaccin, donc peut-être qu'il sera pas aussi efficace que d'autres plus tard, parce que en plus le truc va évoluer, le virus va muter, etc. Derrière, oui, non, je pense que pareil pour les personnes qui croient. Enfin, moi, si jamais on critique le vaccin, je m'en fiche un peu. Je vais discuter, je vais débattre, ça va me challenger, je vais être content. Quelqu'un qui défend le vaccin, je vais écouter ce qu'il dit au pire pour être sûr de voir si c'est cohérent, quoi. C'est plus ça. Et encore que, moi, j'ai pas les capacités de juger vraiment, quoi. C'est-à-dire, je suis pas un scientifique, j'ai pas ces notions pour pouvoir vraiment être sûr de tout ce qui est dit. Donc, non, moi, ça me fait ni chaud ni froid. C'est juste que j'aime bien en discuter, je peux en débattre. Après, je trouve ça dommage, par contre, de s'enfermer dans la croyance que on a forcément raison, et surtout pour des mauvaises raisons, et surtout quand on arrive à démontrer à quelqu'un qu'il a tort, là, voilà, on voit des circonvolutions, et que ce soit d'un camp ou de l'autre, hein, y a toujours ce problème-là, parce que bon, la vulgarisation scientifique, ça reste de la vulgarisation, donc en vrai, c'est déjà détérioré de fait, donc bon, on va pas penser qu'on est capable de tout faire comprendre aux gens, et d'être juste à 100%, mais moi ce qui me gêne le plus, c'est la mauvaise foi, et puis voilà, quoi, tout simplement, à la limite. Alors, quand le ministre de la Santé actuel, Aurélien Rousseau, vient à la télévision ou à la radio et dit il n'y a pas d'effet secondaire de la vaccination, pour toi, tu réagis comment? C'est idiot. C'est idiot. Il n'y a pas d'effet secondaire à l'homéopathie. Ça, ce serait vrai. Voilà, à la limite. Et encore que, il peut y avoir. Il y a d'efficacité de l'homéopathie, parce que c'est ce qu'on dit. Parce qu'il n'y a pas de principe actif. Donc s'il n'y a pas de principe actif, de facto, il y a peu de chances qu'il y ait une réaction. C'est quand même respirer de l'air. Bon, tu respires de l'air, quoi. Mais et encore que. Il peut y avoir un effet placebo quand même. Alors, l'effet placebo, c'est autre chose. Voilà, exactement. Et c'est là où c'est très différent. Mais par contre, il n'y aura pas d'effet secondaire avéré d'une certaine manière. Alors qu'à l'inverse, il est certain que pour tout médicament qui existe, effectivement, il y aura un effet secondaire ou plusieurs, et c'est normal. Je veux dire, le moindre Doliprane que vous prenez, il y a de forts effets secondaires, et à partir de 4 Doliprane, des effets très nocifs pour le corps et très toxiques. Donc, effectivement, et boire de l'eau en grande quantité, de forts effets secondaires sur le corps. Donc, effectivement, il y aura des effets secondaires, et dire l'inverse, c'est mentir. Là, c'est un mensonge, par exemple. Et c'est vrai que malheureusement, il y a eu beaucoup ce discours pour rassurer les gens en disant « Vous inquiétez pas, il n'y a aucun effet secondaire ». Je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut dire « Il y a des effets secondaires, je vais vous expliquer lesquels. Et au pire, si on a les statistiques, vous dire 1 sur 10 000, 1 sur 1 million, 1 sur 10. » Et ainsi, comme ça, ne pas mentir aux gens. Et même si ça fait peur, bon, en vrai, c'est pas non plus le traitement le plus dangereux qu'on ait vu, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être prendre 4 Doliprane dans la journée est peut-être plus dangereux que de se faire vacciner. Donc voilà, c'est...
Alors quand on a l'esprit critique comme ça, c'est très intéressant parce que ça permet justement d'ouvrir le débat. On est d'accord en fait, du moins sur ce point-là, moi je suis 100% d'accord avec toi. C'est quand j'entends quelqu'un dire quelque chose qui est une forme de soit une erreur, soit un mensonge, eh bien il arrive un moment où on a envie de le corriger. Donc le travail du fact-checker serait de vérifier ces éléments factuels tels que ça avait été pensé à l'origine. Et quand on parle des fact-checkers tels que Latron Chambier, que ce soit Conspiracy Watch, on a l'impression qu'ils ne font pas du fact-checking, ils font de l'unilatéralisme, c'est-à-dire ils prennent toujours une position qui est de soutenir, donc ça revient à cette politisation du débat, c'est on va soutenir le fait que tous vacciner, tous protégés, il faut soutenir cette position, on campe sur ces positions, on n'a plus du tout d'esprit critique. Est-ce que c'est un peu ton point de vue? Alors après, ça dépend. Il y a deux choses, parce que dans les fact-checkers, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi très proche du milieu médical, du milieu social, etc. Et il peut aussi avoir cette conviction, comme moi, par exemple, à l'hôpital. Je travaillais à l'hôpital avant en tant qu'aide-soignant, et j'ai été avant ASH, donc pour bien préciser. Et du coup, moi, j'aurais tendance à dire, oui, c'est mieux que tout le monde soit vacciné. Derrière, en faire la propagande, effectivement, c'est plus compliqué. Mais j'irais pas dire. Alors, je sais pas pour Conspiracy Watch, mais par contre, pour la tronche en biais, je pense quand même qu'ils ont essayé. Alors, en fait, le problème, c'est qu'ils sont tombés forcément dans le piège du Lancet, façon de parler, ce qui est logique, parce que c'était pas un piège, mais voilà, ils sont tombés dans l'erreur du Lancet, parce que, grand magazine, à haut taux de confiance, tout le monde est tombé dedans, en fait. C'est-à-dire, personne n'avait les capacités quasiment de pouvoir comprendre, à part des gens spécialisés dans les stats, etc., machin, et puis qui étaient capables de remonter les infos et de prendre le temps pour le faire. C'est-à-dire que c'est quand même un temps conséquent. Et effectivement, la majorité des gens qui étaient pour soutenir le vaccin, on pensait que le Lancet Gate était l'étude qui validait d'une certaine manière beaucoup de croyances, on va dire, à ce moment-là. Ça s'est avéré faux. Ils ont admis pour certains leurs erreurs, d'autres ont eu beaucoup de mal aussi, parce que ça a été compliqué, ça a créé beaucoup de peur aussi, parce qu'on s'est dit, on s'est fait tromper par un grand magazine scientifique. Alors c'est déjà arrivé plein de fois au Lancet qu'il y ait des études qui soient foireuses, et qui soient fausses, voire totalement mensongères volontairement. C'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que c'est rare. Et sur un cas d'une pandémie mondiale, effectivement, le choc est différent. Et je pense que cet événement, ça a été un marqueur aussi de la déchéance, on va dire, du monde sceptique Internet, dans le sens où ils ont senti à ce moment-là qu'ils ne pouvaient plus effectivement porter cette parole sans qu'on leur fasse... ils ne pouvaient plus la porter en ayant toujours notre confiance, en fait, parce que effectivement, ça affirmait que c'était vrai, ils disaient avoir lu les études, ils disaient les confirmer, et qu'en fait, non, ils n'ont pas les capacités de les confirmer, comme moi, je ne les ai pas, en fait, tout simplement, et c'est normal, en fait, parce que ce sont des gens normaux, un petit peu lambda, même s'ils ont fait des études scientifiques, on n'est pas fait pour ça. Et malheureusement, ils ont perdu la confiance de beaucoup de gens. Et je crois qu'il y a eu une défiance à partir de là, en se disant, comme vous le dites justement, comme tu le dis justement, c'est que ils seraient unilatéralement du côté de l'État. Je pense pas que ce soit vrai. Mais malheureusement, c'est comme ça que c'est perçu, de facto, avec les prises de position qui ont été les leurs. Je pense qu'ils ont été très critiques au niveau des paroles de l'État, par rapport au masque, par rapport au vaccin, le fait aussi que la transmission soit impossible, etc. Je crois qu'ils ont quand même critiqué tout ça. Mais par contre, ça a été inaudible, parce qu'effectivement, ils étaient dans le soutien, effectivement, et contre Raoult aussi, et la guerre anti-Raoult, ça a été le marqueur clivant encore plus. On parlait de la guerre anti-Raoult. Juste pour préciser, pour les lecteurs, même pour te préciser à toi, tu le sais peut-être, tu ne le sais peut-être pas, mais je pense que je suis encore le seul journaliste en France à avoir interviewé un des auteurs de l'étude du Lancet le 23 mai 2020 et à avoir titré à ne pas être tombé dans le panneau. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ne pas tomber dans le panneau, j'aimerais avoir ton point de vue, du moins qu'on échange là-dessus. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pas tomber dans le pire panneau? Parce que si jamais tu as des gens comme les Z qui sont censés avoir fait de fortes études, il y a énormément d'universitaires, si eux-mêmes tombent dans ce biais de croyance, comment fait-on pour avoir la science face au pouvoir, on va dire, ou face à des gens comme toi? Puisque si on peut plus faire confiance à ça. En fait, la science, c'est pas les gens qui en parlent. Donc à partir de là, en fait, les gens qui en parlent, moi j'aurais tendance à faire confiance à mon docteur, à mon cancérologue. Voilà, à ces gens-là. Après, il y a des gens qui parlent très bien de science, qui la vulgarisent, c'est très intéressant, mais je considère pas que tout est vrai. Je vais retenir des informations, je vais considérer que peut-être ça peut être pertinent par rapport à mon socle de connaissances à moi. Si jamais je suis pas apte à savoir, je dirais, des gens disent ça.
Moi, je sais pas. C'est ce qui se dit. Et je vais garder ça comme ça. C'est-à-dire que je vais essayer de garder le côté, bah, d'après ce qui est dit, ça a l'air plutôt d'être ça que ça. Et moi, j'ai des précautions, même oratoires, hein, qui sont que, bah, jusqu'à preuve du contraire, ça a l'air d'être ça. Mais après, moi, je sais pas. Et vu que je sais pas, bah, je sais pas. Et je vais pas chercher à me dire, je suis convaincu que j'ai raison, parce que, voilà, ça va être plus compliqué. Après, il y a des choses où j'ai un peu plus de compétences. Ma femme est psychologue. Moi, j'aime beaucoup la psychologie, la psychiatrie, etc. J'ai quelques connaissances sur certains domaines. Du coup, je peux être un peu plus affirmatif sur ces domaines-là, mais pas plus loin. Il y a des choses où bah, voilà, je serais quand même très nul en psychologie, parce que je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais j'ai un petit peu de socle de connaissances. Derrière, bah, je pense qu'il faut pas s'attacher à ses croyances. C'est-à-dire que moi, j'ai une belle phrase que j'aime bien dire, c'est « j'ai pas envie de croire à mes croyances, mais par contre, j'en ai ». Donc, je garde mes croyances, je les ai, mais je m'y attache pas. Je me dis pas « ah là là, ma croyance, elle est super, j'ai raison ». Non, c'est « j'ai une croyance, j'y crois ». Après, est-ce que j'ai raison? Oh, c'est un autre débat, quoi. Et ça se discute, tu vois. C'est pour ça que je peux me remettre en question, même sur des idées profondes, moi, des choses auxquelles je crois profondément. Bah, pourquoi pas, on en discute. Même si je vais soutenir Mordicus, que je pense que j'ai raison, parce que c'est ma croyance, mais ça reste une croyance d'une certaine manière. Alors, tu es très ouvert d'esprit puisque tu es prêt à remettre en cause tes croyances. Tu en as beaucoup parlé des croyances et quelque part, la science, c'est des éléments qui sont durs. C'est justement essayer de partir de ces croyances. Quand tu as fait ton analyse sur les fact-checkers, quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé de leur méthodologie qui était parfois questionnable, où en fait, ils n'allaient pas jusqu'au bout des choses. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as pu observer? Ah, c'est surtout Les critiques. Alors, les bonnes choses, moi, ce qui m'intéresse, c'est les bonnes choses autant que les mauvaises choses. Parce que je ne suis pas là pour être à charge. Je pense qu'il faut être à charge et à décharge. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire évoluer les choses. Moi, je pense que les très bonnes méthodologies, je vais les citer, c'est Defecator, ça a été Astronogeek, ça a été les associations de tout le monde aussi, bah, du coup, le Crop Circle, ça a été le fait de confronter des tenants, donc comme on dit, donc des personnes qui croient qu'ils sont médiums, etc. Mais effectivement, les confronter, débattre, etc. Ça, je trouve ça très très bien. C'est une très bonne méthode. Moi, je pense que l'errance. Et du coup, on va venir petit à petit à What the Fake, du coup, parce que j'en avais parlé en vidéo. Et là, pour moi, c'est le point culminant, c'est le climax de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, What the Fake, c'est quelqu'un qui voilà, qui est journaliste, qui officie du coup sur YouTube aussi pour se faire connaître, ce qui est tout à fait légitime, et qui a malheureusement, depuis le début de sa carrière, des casseroles au cul. C'est-à-dire qu'elle a accusé, par exemple, Lama Fâché, donc un vidéaste considéré comme problématique et un peu complotiste, avec des contenus très axés pour les enfants, d'être une personne qui n'était pas. Et ça a créé un vrai drama, c'est-à-dire que la personne s'est fait harceler, on lui dit « oh salaud et tout, tu fais du mal à nos enfants, rends l'argent et tout ». Et en fait, elle s'est plantée. Elle a été débunkée par plusieurs vidéastes, admis à demi-mot qu'elle avait tort, mais quand même que voilà, tout tendait à croire que c'était ça, oui, mais quand même, si tu vérifies, du coup, c'est pas ça. Au pire, tu le contactes, si tu lui poses la question, peut-être que ça peut aider un petit peu. Chose qui n'avait pas été faite d'ailleurs, comme souvent. Et What the Fake, c'est du journalisme, mais du journalisme très télévisuel. C'est-à-dire, en gros, on a un article putassier, il y a des choses qui font un peu peur, ou des choses qui vont dans un sens. On y va, on fonce, et même si c'est pas vrai, c'est pas grave, ça fait, voilà, le truc est bien monté, c'est bien, tout est parfait, tout est bien ficelé, on a la fin qu'on veut, on est bien, quoi. Et le problème, c'est que ça amène, du coup, à des trucs un peu plus sérieux. Du coup, on a le cas Gérard Forêt qui s'était exprimé, du coup, à TPMP, qui avait dit qu'il y avait des laboratoires d'adénochrome un peu de partout, alors du coup, peut-être chez Hanouna, peut-être chez d'autres gens et tout, et il avait ciblé, du coup, Maxime Monteau, qui fait partie du groupuscule Wanted Pédo, des gens qui sont spécialisés donc dans la chasse anti-pédo, mais très décriés aussi de leurs associations avec Maxime Monteau, nanana. Et What the Fake se dit, je vais faire un documentaire là-dessus. Et je vais faire un documentaire plus précisément, pas sur un sujet genre qui sont ces gens qui parlent de ces sujets très graves et qui les dénoncent et qui ne font rien. Non, non. Ça, c'est important, on va dire. Le sujet, il existe vraiment. Oui, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur la pédophilie. Et puis même, il y a un vrai sujet à dire, bah, qu'est-ce qu'ils dénoncent, est-ce que c'est vrai ou non, mais qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font dans ce milieu-là. Et après, on peut voir aussi quels seraient les vrais réseaux qu'il faudrait plutôt dénoncer des choses qui n'ont pas l'air d'exister. Mais elle a préféré enquêter sur... Du coup, un laboratoire de production d'adénochrome situé chez Maxime Monteau, dénoncé par Gérard Forêt dans un live de François Radical, chasseur donc de complotistes, mais tout aussi problématique sur sa chaîne, harceleur de notoire et tout, et qui accuse du coup une femme, Gina, qu'on connaît donc tous les deux, qui aurait été en prison, etc., machin, et affirme donc tout ça en bloc, et en disant, bah, on va enquêter sur l'adrénochrome, Gérard Forêt dit ça, il y a Gina qui donc serait allée en prison et tout, qui était une amie de Gérard Forêt, et tout ça dans un truc qui va amener, voilà, à montrer que Gérard Forêt a menti sur ce laboratoire d'adrénochrome. Sauf que,
bah, cette personne ne s'est pas renseignée et que je pense qu'elle est passée à côté de son documentaire. C'est-à-dire qu'elle a préféré enquêter sur les propos de Gérard Forêt, ce qu'il lui a dit, les vidéos qu'il lui a fournies pour s'arrêter à ça. Et ne pas enquêter finalement sur ce milieu-là en fait. C'est quoi ce milieu de gens qui disent qu'ils ont des choses à dénoncer, qu'est-ce qu'ils ont à dénoncer, quelles sont les vraies problématiques, est-ce qu'il y a des enfants placés à l'ASE, qu'est-ce qu'ils vivent avec ses parents qui dénoncent l'ASE. Allons voir effectivement, plongeons en fait dans ce monde-là, et en fait elle était dans une méconnaissance la plus totale du sujet, et à traiter ça d'une manière comme si c'était une vidéo YouTube en fait classique, avec un minimum de recherche, c'est-à-dire juste écouter une vidéo de YouTube, écouter Gérard Forêt, dire bah non ça a l'air d'être faux, j'ai vérifié ça sur Google Maps, c'est bon, et point. Et il n'y a eu aucun appel de tous les protagonistes, ni même d'ailleurs le vidéaste François Radical ou quoi, il n'y a eu aucun contact. Et en fait, à partir de là, je vois la dérive petit à petit de beaucoup de vidéastes aussi qu'il y a eu du coup dans le complotisme, le débunker des étoiles, il y en a eu plein d'autres, mais j'aurais pas les noms comme ça. Mais en gros, des gens qui se sont arrêtés au fait du fantastique, du merveilleux, du putaclic comme on l'appelle sur YouTube. Et bah du coup l'enquête s'arrête à la surface et on ne plonge pas et du coup on passe à côté du vrai sujet ou des vrais sujets dont le débunkage même de ces gens-là, pourquoi pas. Mais on le fait pas, on s'arrête à un propos et une bêtise qui est dite. Claude, mais c'est pas du journalisme, ça, quelque part. C'est du spectacle. C'est la société du spectacle, d'une certaine manière. Mais derrière, ce qui est triste, c'est que Aude What the Fake est soutenue, du coup, par tout ce qui est un peu le monde fact-checker et tout. Et elle est vue comme une parole qui vérifierait ses sources et aurait une méthodologie au moins aussi sérieuse que ces personnes-là, d'autant plus qu'elle est journaliste. Alors les gens ils se disent journaliste, c'est formé et tout. Non, dans la dernière interview, elle disait, il y a quelques années, je dirais pas quand, parce que elle a un certain âge comme moi, moi j'ai 37 ans, je suis pas tout jeune, je pense qu'elle doit avoir à peu près autant d'années, il y a peut-être 15 ans, elle faisait des études de journalisme, et elle expliquait que non, il n'y avait pas de formation comme ça en journalisme. Comment vous bossiez en fait les gars? Vous avez une info AFP, vous la réécrivez, vous la renotez différemment et vous la rebalancez? Ou est-ce que moi vous vérifiez, vous appelez les concernés? Moi je fais ça par exemple, je suis youtubeur, je suis même pas journaliste. Je le fais. Je propose même des droits de réponse comme à Aude What the Fake par exemple, que j'ai contacté le jour même, je lui ai dit je vais faire une vidéo sur vous et je vous propose bien entendu un droit de réponse. Elle m'a pas répondu, mais elle m'a répondu avant, parce que je lui ai demandé pourquoi elle avait dit ça, est-ce qu'elle avait des renseignements, je lui ai fourni des sources, etc. Je lui ai dit regardez quand même, parce qu'il y a quand même ça comme élément. Elle m'a pas répondu après. Elle a décidé de faire lettre morte. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant de me dire attendez, moi j'ai une démarche journalistique, je vais la voir, je lui propose en fait de lui amener des éléments pour au pire qu'elle puisse vérifier. Moi je compte traiter le sujet, pourquoi pas lui proposer aussi d'expliquer pourquoi peut-être elle a fait une erreur sur ce truc-là, ou pourquoi elle aurait pas fait d'erreur si elle me démontre qu'elle a raison. Je me tais. Vraiment, moi, elle me montre que la personne concernée a été en prison, que François Radical est quelqu'un de clean qui arrive à débunker Gérard Forêt de manière tout à fait logique et tout. Pas de problème, mais là, c'est pas le cas. Et le pire, c'est qu'il y a une sorte de fuite de « non, je veux pas m'expliquer ». On va laisser comme ça, parce que si on dit rien, c'est comme si c'était rien passé. Ce qui est vrai sur Internet, d'une certaine manière, c'est-à-dire, si on s'explique pas et qu'on donne pas les raisons, les gens vont oublier d'une certaine manière. Les gens s'en souviendront en réalité, Aude, parce qu'on se souvient de Lama Fâché, et on se souviendra aussi forcément des autres trucs. Et c'est ça qui est dramatique, c'est une sorte d'hypocrisie, mais qui les dessert totalement, parce qu'en réalité, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils se disent on va garder ça sous silence comme en société normale, et ça va marcher. Non, on est sur Internet. Et sur Internet, tout le monde parle, tout le monde juge, tout le monde donne son avis, et tout le monde s'exprime. Et c'est le but. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a Internet, parce que c'est le but de la liberté d'expression. Et finalement, nous sommes les chiens de garde de la liberté d'expression, même si on le fait mal, même si on dit des bêtises, même si on est approximatif, et même si des fois, on dit même si on est à côté de la plaque. Mais on n'est pas obligé de... Voilà. Alors, Otfar, donc, qui est Aude What the Fake, qui est journaliste, comme tu dis, c'est à partir du moment où elle a une forme de preuve qu'elle a dit quelque chose de faux. D'après toi, est-ce qu'elle ne devrait pas corriger son erreur? Elle ne devrait pas enlever son documentaire ou y ajouter quelque chose? Alors, faire un erratum à la limite, juste un erratum suffirait. Si elle veut pas s'embêter, elle fait un erratum, elle le met en dessous de sa vidéo, elle fait une petite vidéo pour préciser à la limite correction sur tel documentaire. Arte fait un communiqué sur son site internet, c'est réglé. Il n'y a même pas de question. Mais ça a été proposé d'ailleurs, c'est-à-dire la personne concernée l'a contacté, lui a proposé et elle n'a pas daigné son on va dire se dédire quelque part. Du tout. Étonnant. Et du coup, ça laisse, on va dire, perdurer des impressions plutôt que des éléments factuels. C'est ça, et ça réactive des harcèlements aussi, parce que cette personne concernée, du coup, se fait harceler parce qu'elle est en guerre contre Gérard Forêt, quoi. C'est vraiment une guerre, on va dire. Et effectivement, les fans de ce Gérard Forêt, mais tout autant que les fans, du coup, de François Radical, qui attaquent Gérard Forêt, là-dessus sont réunis en tous les cas sur un même combat, détruire une jeune femme avec sa fille et essayer de dénigrer au maximum pour la détruire parce que en fait malheureusement mais pas pour rien parce que et puis elle s'attaque aussi effectivement à certains groupuscules
Et ça déplaît fortement parce que ça va en justice et que ça en emmerde certains. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses. Revenons sur les éléments factuels, parce que je pense que quand on travaille, là, on voit que c'est quelque chose de très complexe. On a à l'origine un journaliste qui se prend d'un sujet sans vérifier son sujet, qui rate l'angle de son sujet ou qui choisit son angle. On va respecter son angle. Si elle choisit cet élément-là, elle aurait très bien pu dire j'ai choisi cet élément-là, mais je me suis trompé ou il n'y avait pas les preuves. Et puis derrière, qui ne va pas corriger tous ces éléments. C'est quand même assez grave, on va dire, ce processus. Est-ce que c'est pas de la désinformation quelque part, ça? C'est de la désinformation pure et dure, d'une certaine, enfin pas pure et dure, mais c'est de la désinformation de facto, parce que c'est une info fausse qui est maintenue volontairement. Alors après, le média, je crois que ça doit être parisien, je sais plus qui c'est qui fait ça, mais qui avait retiré, semblerait-il, le document, mais désavoué un petit peu. La personne avait déjà fait un documentaire, je me souviens plus sur quel sujet, mais en gros, il y avait déjà eu on va dire des approximations douteuses sur de précédents documentaires, et donc on parle du documentaire L'escroqueuse au visage d'ange, je crois, ou un truc comme ça, qui traite donc de la fameuse Gina, l'amie de Gérard Forêt, en fait c'est une proche familiale, et qui donc affirme qu'elle a fait de la prison, torturé un grand-père, escroqué, donc on est quand même sur des trucs assez graves, et effectivement, on est, alors... C'est de la désinformation, c'est de la télé en fait. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire c'est des documentaires télé achetés par des boîtes de production qui revendent ça à la télé. Ils se cassent pas la tête de savoir si c'est vrai ou faux. Donc j'imagine qu'ils vérifient un petit peu en rédaction, puis ça a l'air de coïncider. Ils se disent bon c'est bon, ça passe. Et le problème c'est que cette histoire-là, elle est un petit peu complexe. Et forcément, si on prend pas le temps de tout vérifier point par point, il y a plus de chances de croire effectivement un documentaire qui affirme ça plutôt qu'autre chose. Comme, je sais pas, si demain je filme des jeunes en train de se battre et que je dis, regardez, les Noirs, les Arabes, ils font tous chier en bas parce qu'ils continuent et c'est toujours eux, et que je montre ça en filmant des gens qui se tapent dessus, les gens ils auront tendance à croire ça sans vérifier, que ça se trouve c'est un mec qui a eu un accident et puis ils se tapent dessus parce qu'ils sont complètement cons. Mais voilà, l'information sera passée comme telle et elle restera comme ça. Et comme les gens exhument du coup ce documentaire comme une sorte de preuve factuelle pour dénoncer cette personne, et ben on se retrouve quand même dans une sorte de... justement, on est face à la croyance, c'est-à-dire que les gens croient un documentaire. Par contre, si on leur montre un autre documentaire, ils disent, c'est pas vrai. Donc c'est ça qui est assez rigolo aussi, c'est-à-dire qu'on accepte de croire ça parce que ça va dans un sens, et ce sens-là est un petit peu le narratif qui est défendu par certains. Donc, et du coup, à la fin, il y a une personne qui est victimisée et qui se retrouve victime, alors que justement, elle faisait l'inverse. Alors, on rappelle, juste pour les auditeurs, Haute Favre, elle a fait partie de la commission des Lumières qui était gérée par Gérard Bronner, aux côtés de Rudi Reichstadt, qui est donc une des personnes fondatrices de Conspiracy Watch. Alors, tu connais la connexion qu'il y a entre ces deux personnes? Alors non, du tout. Ok. En tout cas, les méthodes que tu as vues donc chez Haute Favre, ça ne s'apparente pas vraiment à du journalisme, puisque tu nous as dit que c'était plus proche de la désinformation. Donc, on rappelle que un des devoirs, devoir numéro 9 de la charte de Munich, c'est de ne pas confondre journalisme et propagande. Et un autre des devoirs, c'est que si jamais on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, eh bien, on doit la corriger. Donc, tu as parlé de l'erratum. Donc, si Haute Favre nous écoute, et j'espère qu'elle nous écoutera, et bien qu'elle veut venir sur François pour s'exprimer, et même faire une interview à trois pour justement confronter les idées et essayer de trouver un consensus ou un dissensus. En tout cas, le journalisme, c'est avant tout un gage de confiance. Et qu'est-ce qu'on fait au travers de tout ça? On perd confiance. Tu as aussi regardé d'autres fact-checkers, tu as regardé un peu Conspiracy Watch. Est-ce que tu as observé les mêmes méthodes, on va dire? C'est des méthodes, on va dire, approximatives ou qui s'apparentent à du journalisme mais qui ne le sont pas? Pour moi, on dirait plus des associations... Non, après, c'est parce que... On dirait des associations, vous savez, il y a des associations comme ça qui portent plainte contre des gens, machin, qui se portent, la partie civile et tout. On dirait un peu ça, Conspiracy Watch. C'est-à-dire, en gros, ils sont représentatifs, donc, de soi-disant l'esprit critique. Alors, je sais pas basé sur quoi, du coup, c'est des gens qui ont fondé Conspiracy Watch, c'est une page web et tout pour moi. Mais en gros, je sais pas comment ils ont fait pour construire cette idée de... Ils sont forcément d'esprit critique, donc ce qu'ils vont dénoncer est forcément problématique. Alors, j'imagine que ça repose sur des choses. Après, moi, je suis pas un grand lecteur de Conspiracy Watch, du coup, là-dessus, on va être tout à fait honnête. Mais en gros, je pense que... Je sais pas, après, je pense que c'est plutôt... Le vrai problème de Conspiracy Watch, me semble-t-il, c'est l'étiquetage, en fait. C'est-à-dire, en gros, essayer d'étiqueter ce qui serait problématique, complotiste, d'extrême droite, nanana. Mais là-dedans, il y a des grands risques d'erreur, en fait. Enfin, on risque d'y foutre des gens qui n'ont peut-être pas grand-chose à y faire, mais qui, peut
peut-être, alors soit par, comment on appelle ça, par association, on va considérer qu'ils sont très proches. Moi, par exemple, on considère que je suis d'extrême droite parce que j'ai interviewé Daniel Conversano, ou que j'ai discuté avec des gens d'extrême droite. Bah oui, j'ai discuté avec des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, je m'en fous, enfin, c'est pas un problème. Mais en fait, j'en vois pas forcément l'utilité. C'est-à-dire Conspiracy Watch, pour moi, c'est plus un truc qui sert à capter des subventions, à faire de temps en temps un petit documentaire sur des chaînes YouTube un petit peu obscures, deux, trois trucs qui font le buzz parce que c'est important, histoire de montrer qu'on est utile, et des mecs qui ont des subs, quoi. Enfin, j'en vois pas l'utilité. C'est un business donc, pour toi. Pour moi, c'est un business associatif, quoi, comme plein d'assos, mais j'en vois pas l'intérêt. Je vois plus l'intérêt, du coup, et je comprends mieux la démarche de la Tronche en Biais qui a créé son association, la Steak, etc., où là, il y a une vraie démarche, limite d'universitaire, de pédagogie à la base. Mais c'est vrai que Conspiracy Watch, je vois pas l'intérêt, personnellement, mais c'est moi, quoi. Je comprends pas trop. Après, C'est intéressant justement d'avoir ton point de vue puisque tu as été aussi étiqueté. Donc l'étiquetage est un problème, mais aussi Conspiracy Watch, on le rappelle, c'est un organe de presse parce qu'il est titulaire d'une accréditation d'organe de presse. Donc il doit respecter un certain nombre de choses. Et si jamais ils appliquent la même méthodologie que celle que tu viens de nous présenter pour Odd What the Fake, eh bien on a un véritable problème parce que ce n'est plus du journalisme qui est en train d'être fait. Alors après, je sais pas s'ils ont la même méthodologie. J'imagine que non. D'après ce que j'aurais compris, Rudi Reichstadt aurait été au courant de l'histoire avec What the Fake. Il est plutôt étonné, on va dire. Donc, du coup, j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes méthodologies quand même et qu'ils sont un petit peu soucieux quand même qu'il y ait une information si possible juste, ou en tous les cas qu'on dise pas trop de conneries, surtout que il y aurait une association du coup de proximité entre What the Fake et Conspiracy Watch. Donc j'imagine quand même qu'ils sont soucieux un minimum de ça. Après, ils ont leurs intérêts. C'est-à-dire que moi je les ai vus du coup beaucoup faire Alors, là où je les ai beaucoup vus officier, c'est sur l'extrême droite. C'est-à-dire moi qui m'intéresse beaucoup à ces sujets-là, tout ce qui est street press, blast, machin et tout, je suis, comme je suis tous les médias de droite, Valeurs Actuelles, et effectivement là-dessus par contre il y a un vrai truc où pour moi, ils sont un peu en campagne politique, en mode, bon, les extrêmes quand même, faites attention. Et eux, limite, ils sont moins progressistes que, du coup, la Tronche en Biais, parce qu'ils vont plutôt être macronistes, on va dire, d'une certaine manière. Ils vont être plus, au centre. On reste au centre, on va pas trop à droite, pas trop à gauche, c'est mieux. Les autres sont un peu dangereux, sont un peu extrêmes. Donc, je pense que, ouais, je sais pas, j'irai pas les accuser parce que je les connais vraiment pas assez, eux, spécifiquement. Autant je connais un peu Gérald Bronner en tant que sociologue, mais pareil, je connais pas son association, donc là-dessus, je voudrais pas parler de leur méthodologie sans le connaître. Donc voilà. Alors tout à l'heure, tu as parlé d'un sujet qui est souvent associé avec le monde complotiste, c'est-à-dire la pédocriminalité. Alors la semaine dernière, il y a eu la première du film Sound of Freedom, qui a eu énormément de mal à sortir en France. Ce sujet est quand même un vrai sujet. Moi, j'ai une journaliste qui travaille chez François qui s'appelle Laurence Bonneux qui traite ce sujet parce que les crimes faits aux enfants, c'est quelque chose qui nous touche tous et on ne s'attend pas à ce que des adultes puissent prendre avantage des enfants. Donc, c'est un véritable sujet. On a des chiffres qui sortent, mais on a parfois été, comme tu l'as dit, trop loin, on va dire, dans cette analyse. Alors, peut-être qu'on a dépassé les faits, on est allé dans les croyances. Toujours est-il que ce sujet est souvent affiché de la même manière que l'extrême droite ou l'antisémitisme. On va dire, bon, c'est les anti-vax, ce sont ceux qui sont les chasseurs de pédos, machin, truc. Et on s'aperçoit que même dans ce monde, tu vois, toi, tu en es critique, donc on a fait un business de cette chasse aux pédocriminels ou Alors je pense pas qu'il y ait un business, je pense qu'il y a une peur de ce sujet. Moi je pense que c'est vraiment une peur terrifiante d'évoquer ce sujet. Et en gros, il y a deux choses qui se confondent. Il y a en gros le complotiste convaincu à 100% qu'il y a des réseaux pédosatanistes qui travaillent avec l'ASE, qui fournissent pour aller faire de l'adrénochrome ou aller tuer les petits-enfants, les manger et tout. Bon non, je pense qu'on est sur des trucs beaucoup plus terre à terre. Vous avez des pédophiles, ils font des trucs pour eux, c'est dégueulasse. Et après, il y a des gens qui se connectent entre eux, parce qu'Internet, c'est formidable. Donc du coup, il y a des réseaux qui se créent. Semblerait-il, il y aura peut-être des plateformes, des trucs comme ça, je veux pas le savoir, c'est une horreur. Déjà, sur Internet normal, vous pouvez tomber sur des trucs bizarres. Donc je vous invite pas à aller regarder tout, parce que ça peut vous rendre fou, j'imagine. Et il y en a qui se passionnent pour ça, il y en a qui chassent les pédophiles, clairement. Et qui se mettent en danger d'ailleurs, parce que la chasse aux pédophiles inclut souvent d'essayer quand même d'attirer le prédateur. Mais bon, les méthodes sont pas forcément très légales et voire même n'aboutiront pas à l'arrestation de la personne. Je pense qu'il y a un vrai sujet terrifiant derrière ça, qui n'est peut-être pas aussi grand que ce que certains imaginent, mais qui n'est pas aussi petit que ce que certains vont vouloir nier. C'est-à-dire que
Même l'affaire Zandvoort, qui a beaucoup créé de polémiques à l'époque, moi c'est quelque chose qui me questionne encore, c'est-à-dire, moi j'y crois. Alors je dis pas que c'est sûr, je n'ai pas, là, j'ai pas les dossiers devant moi, je peux pas vérifier tout, mais j'y crois effectivement cette histoire. Je me dis oui, ça ne me surprendrait pas que ouais, il y a des centaines d'enfants qui servent pour faire de la pédopornographie et qu'effectivement, aujourd'hui, moi je sais plus, c'est un Américain, il n'y a pas si longtemps, là, qui avait été arrêté avec 80 000 CD-ROM et autres photos et films, etc. On est sur des trucs qui... Enfin, je veux dire, 80 000, c'est... Enfin, je veux dire, voilà, on est quand même sur des sélections, voilà, on commence à approcher Spotify et YouTube, quoi, donc on est sur de la consommation pas régulière ou courante, mais quand même, quoi. Et je pense qu'il y a un sujet terrifiant, en fait. Et le problème, c'est qu'il y a deux penchants. Il y a soit le nier, se dire, bah non, je m'y intéresse pas, je vais pas me plonger là-dedans parce que j'ai pas envie de péter un câble, j'ai pas envie d'être confronté à ça. Est-ce que j'entends tout à fait? Moi, j'ai pas envie non plus d'aller regarder tout ça et de me dire, ah, allons creuser, allons voir toute la merde que ça cache, parce que je pense que je suis peut-être pas préparé psychologiquement à supporter ce genre de choses. Déjà que quand il y a la guerre dans un pays très lointain, je suis en mode bon, c'est pas facile. Alors imaginons donc ça, surtout si ça se passe pas très loin de chez nous. Et malgré tout, donc il y a soit on rentre, ou sinon on rentre dans l'inverse, c'est-à-dire au lieu de le nier, on va y croire corps et âme, mais le problème c'est qu'on va peut-être croire à tout aussi. C'est-à-dire on va peut-être rentrer dans, bah ouais, l'ASE ils sont complices, l'éducation nationale est complice, et puis ils sont tous complices, et puis en fait ils en veulent à nos enfants, et puis les francs-maçons sont tous pédophiles, et puis ils font des rituels, et puis là on rentre dans l'autre excès inverse. C'est ça, et là on rentre dans l'autre excès inverse, mais le nier totalement, ou en tout cas ne pas le considérer comme un sujet, et à l'inverse en faire un excès, c'est une erreur. Mais c'est une preuve aussi de cette peur que ça représente, de l'horreur aussi que ça cache, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas envie de voir ça et on veut peut-être pas en entendre parler. Et c'est pour ça aussi que tous les crimes d'inceste, de viols intrafamiliaux, etc. sont très tabous, parce que c'est quelque chose qui effraie en fait une famille, qui peut la détruire. Et ce qui est normal d'ailleurs, parce que ça la détruise d'une certaine manière, mais c'est un sujet qui effraie, je pense, plus qu'autre chose. Et là, je peux même pas reprocher aux gens de pas en parler d'une certaine manière. C'est comme ça. C'est comme ça pour l'instant. Je pense qu'on s'en saisira au fur et à mesure, peut-être. Et encore que. Et malheureusement, un quart de zéro, par exemple, on voit, lui, c'est un bon exemple aussi. Quelqu'un qui s'était saisi du sujet pas trop mal, avec le documentaire 1 sur 5, et qui petit à petit glisse, crée une plateforme dédiée à ça, spécialisée à ça, avec des films qui traitent de ça. Je suis pas sûr que des films qui traitent de pédophilie soient forcément les meilleurs trucs à mettre en place. Je suis pas sûr que ce soit ça qui aide les enfants victimes et les parents qui seraient qui auraient des problématiques de ce genre-là dans leur famille et tout, comment agir. Je suis pas sûr que les films aident beaucoup, surtout quand c'est une formule payante qui n'est pas accessible à tout le monde. Et derrière Sound of Freedom, moi je l'ai regardé sur Kik quand c'était pas encore légal en France. C'était rigolo, on regarde ça avec le public. C'est un bon film au tout début, c'est-à-dire le début est plutôt intéressant. C'est-à-dire le tout début du film, pour moi, c'est un truc très intéressant. La deuxième moitié du film, du coup, qui se passe donc en Amérique du Sud, etc. C'est un peu l'affaire Epstein, finalement. Effectivement, est intéressante aussi, même si l'acteur pour moi est très mauvais. Je suis désolé. L'acteur est très mauvais et ça donne des séquences qui sont un peu bizarres par moments. Même si l'autre acteur qui joue le flic déchu et qui met tout le plan en place sur l'hôtel et tout est pas si mal que ça. Et l'idée du plan par contre de faire un hôtel de passe avec des enfants pour faire venir des gens qui sont très riches, je trouve ça horrible. Donc effectivement on voit la dérive aussi de vouloir lutter contre la pédophilie. Et quand on est dans la police, malgré tout, ça fait mettre des dispositifs un peu particuliers. Si jamais ça foire, ça sous-entendrait qu'il y a des enfants qui sont en danger. Donc ça pose mille et une questions. Et ce documentaire, pour moi, n'avait pas à être interdit. Alors, il n'était pas interdit. C'est juste qu'il n'était pas édité en France. Donc personne n'a voulu l'acheter à la base, me semble-t-il. Peut-être que certains ne voulaient pas prendre le risque de le sortir non plus, d'ailleurs, j'imagine. Mais ayant vu le film, je ne trouve pas si choquant que ça, déjà d'une. Je pense que c'est un film qui, malheureusement, est un peu léger d'une certaine manière et veut trop faire dans... Alors, c'est un peu une caricature de la vision catholique américaine, en mode on va sauver les enfants, on va être des grands chevaliers, et puis quelque part tout sera justifié pour sauver les enfants, parce qu'on voit quand même que le gars tue un gars devant l'enfant. Qui, à la fin, c'est quand même un meurtre devant un enfant, alors qu'il pouvait trouver d'autres solutions, monsieur. Je veux dire, il y avait possibilité dans le film, là, il y avait possibilité de faire autrement. Donc voilà, mais c'est vu comme un acte héroïque parce que c'est très, l'américaine, fuck yeah, quoi. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet à se saisir. Il faut arrêter d'en être effrayé totalement. Par contre, je comprends que les gens ne s'y plongent pas, donc je sais pas quoi faire sur un sujet comme ça. Et malheureusement, taxer de complotiste toute personne qui en parle est dangereux. À l'inverse, il faut pas prendre au sérieux tous ceux qui en parlent et surtout des gens qui sont là, oui, moi j'ai vécu ça, je te raconte, tout ça et tout. C'est pareil, ça peut être très dangereux parce que
on tombe très facilement là-dedans parce que bah, c'est quelque chose qui nous touche, qui va nous faire peur, qui va nous mettre dans une émotion particulière et on n'est pas armé forcément pour pouvoir voilà, être apte à penser correctement ces sujets-là. Alors c'est très important et très intéressant d'avoir ton point de vue à ce sujet parce que ce que tu dis, c'est qu'on ne doit pas tomber dans un sens comme dans l'autre parce que ce qu'on fait, c'est on en oublie la base fondamentale qui est l'information. Tout à l'heure, on a parlé de Gérald Bronner. Il avait construit ces centres de déradicalisation. Ouais. Et la déradicalisation, on pourrait le regarder des deux côtés. En fait, celui qui le nie, ben, il est radical, et celui qui en parle de trop, il est aussi radical. Donc on a l'impression qu'on nommait le juste milieu. Et donc je salue aussi tiens Juste Milieu qui juste c'est un clin d'œil qui fait beaucoup de vidéos. Cette notion du juste milieu qui est intéressante où justement on informerait les gens en respect de la charte de Munich, c'est-à-dire en se cantonnant aux faits, en évitant justement le sensationnalisme, en évitant le côté propagandiste. Alors, tu étais très critique, on va dire, des centres de déradicalisation de Gérald Bronner. Est-ce que tu peux nous en Alors, parler? je suis pas très critique, mais en gros, ça a été un échec total, c'est tout. En gros, il a pris des djihadistes, il s'est dit, ah bah, on va faire un centre, on va les mettre dedans, on va leur réapprendre à être normaux, quoi, et à pas être radicalisés. Bon, ça n'a pas marché du tout, ça a été un échec. Après, c'est Gérald Bronner, c'est-à-dire que c'est un sociologue, il étudie des grands nombres d'humains. Et après, il essaie de faire marcher ça de manière individuelle, mais c'est pas un psychologue cognitif, c'est pas un psychiatre, et du coup, bah, forcément, la démarche ne peut pas fonctionner comme ça. Je pense que déradicaliser des gens convaincus qui peuvent faire un djihad et qui sont passés à l'acte, c'est un peu baisé, quoi. Enfin, c'est comme un pédophile, quoi. Vous n'allez pas le déradicaliser. À l'inverse, par contre, pour corriger, je pense que celui qui nie par exemple ce genre de choses, il est plus dans une forme d'ignorance volontaire peut-être ou involontaire, ça va dépendre des gens, alors qu'à l'inverse l'autre est effectivement radical. Je pense que le juste milieu c'est de l'éducation du coup et de l'information et le problème c'est que l'information après c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est vrai que la question peut se poser, on a une information qui sort, qu'est-ce qu'on en fait? On dit, ok, mais après, s'il se passe rien, bah ça change rien en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si on veut dénoncer, voilà, des crimes pédophiles, il y en a qui sont dénoncés. Par exemple, il y a eu la petite Loana là qui a été torturée, alors un peu comme l'affaire Lola. Alors comme là forcément, c'est pas un OQTF, ça a beaucoup moins soulevé les foules, mais la petite Loana, je crois que c'était 9 ans, une gamine qui a été torturée dans une cave par un mec de 55 ans. Ou un truc dans le genre, quoi, 50-60 ans, complètement taré, qui a décidé de la torturer, la violer, machin. Et on se dit, ok, on a dénoncé ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Et je pense que c'est ça qui terrifie. C'est pas le fait de le dire, c'est le fait qu'il se passe rien, en fait, qu'il ne va rien se passer et qu'on ne pourra rien faire. C'est comme l'affaire Epstein, quoi. Ok, bon, bah, on va l'arrêter, il se passe tout ça, bon, il se suicide, ok, mais maintenant, bon, bah, voilà, Epstein, c'est fini. Mais il y a sûrement d'autres trucs. Après, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et il y a des vrais questionnements à se poser. Et le problème, c'est que nous, on peut se poser la question que pour la France. On peut pas se poser la question pour d'autres pays, déjà d'une. Et même en France, je pense que déjà, bon, on a de la chance. On a des systèmes sociaux, on a des psychologues, on a quand même des systèmes de soins qui sont gratuits, accessibles. Donc, on a quand même de la chance. C'est-à-dire, je pense qu'on prend peut-être ça en charge un peu plus que beaucoup d'autres pays du monde, etc. Après, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Je pense que oui. Je pense qu'il faudrait prendre à bras le corps ce sujet-là, avec des gens spécialisés dans le domaine et non pas moi par exemple. J'ai discuté avec PsychoQuack, psychologue doctorant, lui en parle très bien de ce sujet de la pédophilie parce que c'est un sujet qui lui l'alerte aussi et malheureusement un sujet qui est très peu étudié même dans le milieu universitaire. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui fait peur, qui en plus de ça, à être étudié peut devenir illégal aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire de manière scientifique, c'est étudier le sujet de la pédophilie. Il y a plein de choses à étudier là-dedans, mais comment on fait? Parce que voilà, ça veut dire effectivement aborder certains trucs qui sont de l'ordre de l'illégal. C'est très compliqué et aujourd'hui, je pense que bon, heureusement, on a quand même des systèmes en place, mais face à la multitude, j'imagine, de choses qui pullulent, on est totalement désemparé en réalité. Donc je pense que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Mais comme à l'époque de la crise Covid, comme là c'est la guerre, machin et tout, on peut rien faire, on est désemparé. Et c'est le pire en fait là-dedans comme sentiment, c'est vu qu'on ne peut rien faire, on n'est pas maître ni en maîtrise de ce qui se passe. Et de facto, on se sent un peu largué, quoi. Donc c'est normal en fait, malheureusement.
Claude, j'aimerais t'amener à notre dernier sujet qui était le professeur Raouf, Oui. parce que quelque part, lui, c'est aussi un sujet un peu, pas comme la pédo, mais en fait, on aime ou on n'aime pas, donc ça a été clivant. Il y a des gens qui se sont fait des chasseurs de Raoult comme Alexander Samuel Ah. et d'autres personnes, bien sûr. Quel est ton point de vue sur ce clivage, on va dire? Alors, c'est un clivage un peu idiot mais compréhensible, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est un ponte dans son domaine, c'est le cas, hein, je veux dire, Raoul c'est pas non plus, c'est pas un débile quoi, c'est loin d'être un crétin. Et en gros, on a ce monsieur qui arrive et qui nous dit l'hydroxychloroquine va donc sauver finalement la crise Covid, quoi. C'est le médicament miracle. Et là va s'opposer plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a le monde scientifique qui va rejeter en fait les études de Raoult, considérant qu'elles sont bancales, qu'elles ne sont pas justes, et considérant que on n'a toujours pas de traitement. En attendant un vaccin, nous n'aurons que l'oxygène et des anticorticoïdes. Raoult affirmera mordicus et sera soutenu d'une certaine manière même par l'État. Je veux dire, Macron va aller voir Raoult, le soutenir, donc on va avoir une image médiatique de Raoult qui est l'espoir. Mais il porte l'espoir, c'est-à-dire on a une pandémie mondiale et il est la solution à cette pandémie, peut-être. À partir de là, tout le monde le croit, ce qui est normal. Le mec est légitime, le président va le voir, tout le monde le croit. Et il y a un bouleversement qui fait qu'on dit non, c'est pas vrai, peut-être qu'en fait il y a une erreur. Et là, je pense que pareil, la peur s'empare de tout le monde et dit ah, nous on veut y croire quand même, on va essayer, tu vois. Et les gens de Marseille essayent, tu vois. Et le problème, c'est que Raoult, lui, pareil, il subit le symptôme d'une société, en même temps, il va petit à petit devenir un peu une inflammation dans cette société, c'est-à-dire qu'il va insister. Et là, il va faire l'erreur de pas mal de chercheurs, c'est-à-dire, lui, il pense qu'il a une découverte, et il est persuadé qu'il a raison, ou en tous les cas, il ne veut pas avoir tort, là, je ne sais pas, je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne suis pas dans sa tête. Mais il va insister mordicus que son traitement est capable de soigner le Covid, qu'il peut soigner le Covid, et qu'il a soigné le Covid. Et à partir de là, je pense que les gens ont eu besoin de croire en quelque chose. Et à partir du moment où tu as un vaccin qui arrive, qu'il est nouveau sur le marché, qu'en plus de ça, la technologie, parce que je parle bien de technologie ARN du coup, la technologie inconnue par la majorité des gens, on dit ouais, une nouvelle technologie, comment ça une nouvelle technologie? Moi je veux pas de la radio, à l'époque on n'avait pas de radio, on était très bien, j'avais un livre. C'était ça en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a un vaccin ARN, c'est pas le vaccin habituel, les gens ils flippent leur mère, en plus de ça c'est un nouveau virus. Et je pense que Raoult, il a catalysé. Pour moi, c'était le Christ avec l'hostie. C'est-à-dire que même moi, je l'ai cru, la Raoult. Hein, je veux dire, moi, j'ai pas la capacité de pouvoir lire toutes les études à 100% comme il faut et tout. J'ai pas le temps. À la base, je l'ai cru de bonne foi. Je me suis dit oui, il a l'air d'être juste et peut-être que c'est lui qui va amener la solution. Et à un moment donné, moi, la désillusion, elle est venue aussi, comme plein de gens. Et je me suis dit, il y a un problème. Par contre, ce que je n'admets pas, c'est la virulence des anti-Raoult qu'il y a eu, c'est-à-dire que certains ont été ultra méprisants avec lui, insultants, etc. Et ça a totalement desservi le discours. Et tu peux pas, tu ne peux pas convaincre des gens qui admirent un gars comme Raoult, du coup, qui est devenu une icône, tu peux pas convaincre ces gens-là en manquant de respect et en crachant la gueule, effectivement, de la personne pour les convaincre. C'est-à-dire, tu dis, ah, c'est un connard, hein, et puis tu craches à la gueule, et là tu dis, hé, t'as vu, j'ai raison. Et là, t'as le mec qui l'adore et te dit, bah non, tu l'as agressé, tu lui craches à la gueule, tu es agressif, moi je ne veux pas t'écouter en fait, et maintenant tu es mon ennemi. Voilà ce qui s'est passé. Et le problème, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'empathie par rapport à la zététique, c'est qu'ils ont oublié les gens à qui ils parlent. Ils ont oublié qu'ils parlaient à ces gens et qu'ils devaient aussi, d'une certaine manière, les convaincre, les séduire, on va dire, puisqu'il y a aussi le côté communication, hein, et derrière, les prendre en compte. Mais les prendre en compte, c'est prendre en compte aussi qu'ils apprécient certaines personnes et qu'il ne faut pas tout détruire en fait. Tu peux taper dedans s'ils te tapent dedans. Par exemple, Grimaud, il a agressé effectivement la tronche en biais, il leur rentre dedans, il les insulte. C'est légitime qu'ils rendent les coups, il n'y a aucun problème. Mais par contre, effectivement, si jamais tu sens que tu es trop dans l'agressivité avec eux et tout, il faut pas en fait. Il faut être capable de reconnaître les trucs, d'être un peu avec du recul et peut-être effectivement d'essayer d'enclencher le dialogue. Mais ça n'a jamais été possible parce que, mais des deux côtés, c'est-à-dire que Raoult, il a eu le même défaut. Je veux dire, quand un mec arrive et dit moi je suis Mbappé, moi je suis une Rolls-Royce, mec redescend aussi quoi. Je comprends qu'ils se disent moi je suis au-dessus parce que voilà je suis un grand chercheur, pas de souci. Mais tu peux pas dire ça non plus parce que au niveau des gens, tu passes pour un mec ultra arrogant. Tu peux l'être si t'as envie, mais le fais pas en fait parce que c'est un problème. C'est un vrai problème aussi. Et au niveau de la communication, moi je pense que tout le monde a eu tort là-dedans. Et Raoult a insisté et les fact-checkers ont insisté aussi énormément. Et aujourd'hui, voilà quoi, c'est qui c'est qui a gagné. Bon,
On sait pas trop en fait, parce que y en a qui diront c'est Raoult, d'autres qui diront c'est le camp inverse. Moi je pense que personne n'a gagné dans cette histoire, tout le monde a perdu. Raoult, voilà, il est parti du HU, puis maintenant, bon, on l'oublie un petit peu, quoi. Donc, je pense qu'il y a, voilà, tout le monde a perdu dans ce combat-là, et c'est le Covid qui a gagné finalement. Donc, d'une certaine manière. Folie quelque part, C'est c'est ça. la science qui a perdu, c'est l'information qui a perdu. Alors juste pour les auditeurs, je précise que la semaine dernière, le professeur Raoult avec 3 autres chercheurs de l'IHU et un docteur américain, le Peter McCullough, il a republié son étude sur les 30 000 cas qu'il a soignés à l'IHU. Donc on ne peut pas enlever qu'il a soigné, on ne peut pas enlever qu'il y a une forme d'efficacité. Par contre, il y a une forme d'omerta sur ce sujet dans les pouvoirs publics. Alors, une forme d'efficacité, comme on disait tout à l'heure avec l'homéopathie, si c'est du placebo, faudrait juger. En fait, c'est ça le problème, c'est que dire qu'il y a une efficacité. Alors après, il y avait eu Hold Up aussi qui était sorti, je me souviens. Hein, Donc, vous avant de parler étiez. de Hold Up, avant de parler de Hold Up, finissons un petit peu sur le professeur Raoult. Comme tu as dit tout à l'heure, tu n'as pas la formation scientifique. Il y a des gens, c'est publié dans une revue à comité de lecture. Ça devrait déclencher un débat des pouvoirs publics de la même manière que la pédo. On ne peut pas nier d'un côté et puis avoir les extrémistes de l'autre. Il faut avoir un juste milieu. Et peut-être qu'il y a un véritable sujet. Moi, c'est mon Moi, point je de pense vue. qu'il faut un débat. Après, s'il n'est pas jugé légitime pour l'instant comme débat, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est que le Covid est à peu près maîtrisé. C'est devenu la grippette. En fait, ça accompagne la grippe et la gastro maintenant. Mais moi, je pense que oui. Moi, je pense très honnêtement qu'il faudrait en débattre. Par contre, il faudrait remettre face aux responsabilités de tout à chacun. C'est-à-dire, moi, je suis pour qu'on critique les fact-checkers et qu'on leur dise, voilà, vous avez déconné, vous avez soutenu de Lancet, vous avez eu du mal à peut-être reconnaître ça, vous avez fait une perte de confiance. Mais comme, justement, le Raoult, tout ce qui accompagnait Raoult, finalement, c'est-à-dire des propagandes réelles, hein, je veux dire, Hold Up, je suis désolé, je reviens dessus quand même, mais Hold Up est une propagande. C'est organisé comme une propagande. Et le documentaire inverse aurait été fait pour le vaccin, je l'aurais vu comme une propagande aussi. C'est-à-dire l'inverse, objectivement, le même, mais en disant le vaccin il est génial, comme l'inverse, dire le vaccin, on nous ment, les deux pour moi auraient été une propagande. Même s'il y avait des choses intéressantes dans Hold Up, c'est ça le pire. C'est-à-dire pour moi, Hold Up, c'est pareil, c'est un documentaire qui passe à côté de son sujet. C'est-à-dire, on cible à la base un vrai problème sanitaire et politique, et on va dériver petit à petit justement sur des choses qui peut-être ne sont plus dans ce sujet-là et inscrits réellement là-dedans. Et je pense que ça, pareil, ça crée une grande défiance. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une problématique de dialogue, c'est que on se dit, pour les fact-checkers comme pour les complotistes, ils sont convaincus de leur sujet. Comment on pourrait discuter? Comment on pourrait essayer de trouver un terrain d'entente si, en réalité, le seul but est de tirer l'un vers l'autre? Et c'est souvent ce qui se passe en fait. Les gens aimeraient bien convaincre l'autre, etc. Je pense qu'il ne faut pas essayer de convaincre. Il faut essayer de poser les choses sur la table et porter ses responsabilités au bout d'un moment. Et c'est le plus difficile en réalité, parce que on a tous notre part de responsabilité à partir du moment où on communique publiquement. On a une part de responsabilité où on transmet de l'information, etc. Donc c'est très difficile en fait à mettre en place. Et moi j'aimerais en fait que ça arrive. Moi ma chaîne existe pour ça, c'est-à-dire faire discuter des gens qui à la base n'auraient jamais dû discuter ensemble. J'ai fait discuter un mec qui fait du NSBM et enfin des gens qui font du NSBM avec des cannibales et un antifa, donc Alexander Samuel. J'ai réussi à faire discuter Division et Samuel alors qu'ils ont des procès entre eux, machin et tout. Enfin, je veux dire, maintenant ils ne peuvent plus discuter ensemble, c'est impossible. Mais à l'époque c'était possible encore. Et mon but c'est ça aussi, c'est de les faire s'affronter, les faire se confronter. Par contre, le plus dur étant toujours sa propre responsabilité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a engagé, qu'est-ce qu'on a dit et où on a eu tort. Et la plupart des gens, quand on leur met ce point-là, et qui soit, hein, c'est d'un camp ou de l'autre, ça va fuir parce que c'est compliqué d'assumer quand même. Dioclo, juste pour finir sur Hold Up, donc je précise que c'est sorti le 13 novembre 2020. Le 13 novembre 2023, Pierre Barnerias avait organisé un live samedi soir dans lequel j'ai participé. Ah, j'ai vu. J'étais une des rares personnes à faire la critique de Hold Up. Donc quelques jours après, le 19 novembre 2020, j'avais écrit Hold Up, oui, mais lequel? On va dire. Parce qu'en fin de compte, dans Hold Up, il y en avait beaucoup. Il y avait Hold Up sur les libertés, Hold Up sur la science, Hold Up sur l'information. Et en fait, quand on parle de tout sans être très précis, eh bien, on nommait un certain nombre de choses. Donc, j'avais fait une critique, exactement comme tu viens de la faire. Et quand j'ai rencontré Pierre Barnerias en mois de juin 2023, je lui ai dit, tu sais, ces 3 ans, il faudrait regarder quelles sont les assertions scientifiques qui étaient correctes, ce qui était incorrect, de manière à se faire sa propre autocritique. Et il l'a fait.
et il a invité une vingtaine de personnes à venir faire la critique. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y avait une partie de ce documentaire qui n'était pas correcte, qui allait trop loin, parce qu'il a traité de tellement de sujets que quand on traite de beaucoup de sujets, on survole et on nous met, on va dire, de traiter des véritables sujets, comme quand on parle de la pédo et qu'on se perd dans un certain nombre de méandres, on en oublie vraiment la base fondamentale, c'est y a-t-il un crime? Oui. Y a-t-il eu un problème au niveau de la gestion de la crise sanitaire? Oui. Y a-t-il eu un post-mortem, c'est-à-dire y a-t-il eu un audit de cette crise? Non. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas eu cet audit qu'on n'a pas l'information. Et un des points sur lesquels j'ai rappelé, c'est ce qui se passe dans l'industrie aérienne. Parce que ça s'appelle la confiance. Et la confiance, pour moi, dans l'industrie aérienne, ils ont réussi à gérer la confiance. Parce que, bien sûr, quand on monte dans un avion, on remet sa vie entre les mains d'un capitaine, d'un commandant de bord qui a une délégation et une responsabilité de tout le monde. Et quand il y a un crash d'avion, qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils acceptent même de se remettre en cause eux-mêmes au risque de pouvoir condamner un des leurs en disant oui, c'est la faute du pilote. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils doivent la confiance aux passagers. Et aujourd'hui, dans la gestion de la crise, ce que je déplore, dans la gestion de la crise, même de la part journalistique, de la part médicale, il n'y a pas une remise en cause au risque de dire je me suis trompé. Et comme tout à l'heure, tu as dit, bien quand je dis une chose mardi et que je dis une chose différente le mercredi, si jamais je change d'avis, c'est parce que j'ai eu d'autres informations. Donc à un instant T, on avait une information, à un instant T, plus on en a une autre. Et c'est la loi. Par contre, il faut apprendre à dire qu'on s'est trompé. C'est une chose que, comme j'ai dit en France, on ne le dit pas assez. On ne sait pas cultiver la culture de l'erreur parce qu'on apprend de ses erreurs, jamais de ses succès. C'est ça, et surtout que là on est quand même sur un sujet très grave en fait, et comme tu dis, là je pense que l'analogie avec les entreprises aériennes est plutôt pas bête, je trouve, parce qu'effectivement c'est pareil pour moi. Par exemple, je disais tout à l'heure, je suis pour une vaccination voilà, sur tout le territoire national, voilà, une couverture vaccinale totale en principe, et alors moi je parle de moi, je suis pas président, je dis voilà, faites une projection. Moi j'aurais été à la place d'un Macron ou d'un ministre de la Santé, j'aurais dit oui, on va faire une couverture vaccinale totale, voilà, on va prendre en charge comme tout vaccin. Et justement, on porte la responsabilité aussi derrière et on informe de tout. C'est-à-dire, comme une notice de médicament est faite, vous informez des effets secondaires, à quoi sert ce médicament, enfin ce traitement, ce vaccin, etc. Et effectivement, on aurait dû faire autre chose que de nous prendre pour des idiots ou des enfants. Là-dessus, je pense que ce sera un point où on sera d'accord, et je pense que c'est la plus grande critique à faire aujourd'hui, plus que certains qui ont tendance à se mettre sur le vaccin, machin, en mode le vaccin il tue des gens et tout. Je pense que le sujet n'est vraiment pas là, et qu'on passera vraiment à côté de tout si les gens se focus là-dessus, et je pense qu'on a un vrai problème aujourd'hui qui est un problème de démocratie, un problème effectivement de gestion de notre vie sociale et de notre cohésion sociale aussi par le biais de la confiance. Et je pense que c'est un peu la thématique finalement récurrente de notre entretien, la confiance. Monsieur Claude, on arrive à la fin de cet entretien. Je t'avais dit est-ce que tu as des questions pour moi? Parce que je t'ai dit, n'hésite pas à me poser des questions. Oui. Est-ce que tu penses qu'on a plutôt une convergence ou une divergence d'esprit? Je pense qu'on peut avoir des convergences et des divergences. Faudrait voir sur quoi. J'imagine qu'il y a des sujets où on serait totalement divergents. Je pense qu'on les a pas abordés, ou je les connais peut-être pas non plus. Hein, je te connais pas encore spécifiquement bien, mais je pense que je te proposerai une interview sur mon antenne pour justement aborder qui tu es, peut-être, pourquoi France Soir aussi. Quelle est l'idée derrière tout ça? Parce que je pense que si je te pose des questions, il y en a pour un moment. En vrai, là, parce que si j'y vais, là, je vais avoir des idées, tu vois. Donc, mais en vrai, j'aurais plein de questions à te poser sur ta démarche, ton positionnement. Je sais que tu viens de l'industrie. Alors, je sais pas si c'est ça. Tu viens de l'industrie peut-être du traitement de déchets. Alors, comment ça se passe? J'ai travaillé dans le traitement, dans la dépollution de sol, mais j'ai aussi travaillé dans un cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey, qui est aujourd'hui très décrié. Mais ça c'est intéressant aussi, ça. Voilà, comme j'ai dit, on peut apprendre beaucoup de choses dans ce genre d'organisation. D'accord. Parce que, alors, je me prêterai au jeu volontiers. Avec grand plaisir. Et même si il faut débattre avec quelqu'un qui est contre moi, alors chez moi, c'est vrai qu'il y a l'option radio libre, c'est-à-dire on fait l'interview et après on discute avec le public. Donc c'est les gens auditeurs qui viendront sûrement poser des questions. Aucun problème. Donc ce sera avec grand plaisir. Et merci Xavier en tous les cas.
Eh ben, écoute, merci Gio-Claude d'avoir répondu à ces questions. Donc, on a fait un tour d'horizon. Ce qui était pour moi le plus important, c'est justement de débattre et d'amener justement ces points de vue à nos lecteurs, de voir quelqu'un qui a fait une démarche, on va dire, pour se sortir de ce monde complotiste, pour justement ramener un esprit critique et au travers de cet esprit critique, a commencé à critiquer ceux qui avaient l'esprit critique parce qu'ils tombaient donc peut-être dans un excès, donc une dérive. Et c'est très intéressant de voir cette démarche parce que nous, la manière dont on l'a fait chez François, pour essayer d'éviter de tomber dans ces biais de confirmation ou ces escalades d'engagement, eh bien, on a utilisé l'intelligence collective. C'est-à-dire que moi, j'ai fait confiance à mes lecteurs et j'ai fait confiance aux gens. En écoutant les gens, ça m'aide à améliorer mon jugement, mais de manière parfois hyper rapide. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on n'est pas tombé dans le piège du Lancet. Et je prends souvent cet exemple, parce que le jour où l'étude est sortie, ce vendredi après-midi en mai 2020, à 16h15, où tout le monde reçoit cette étude, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un énorme groupe Twitter, j'avais peut-être une dizaine de groupes Twitter, et même des groupes sur WhatsApp, et on a tous regardé. J'avais des statisticiens, des médecins, et tout le monde était là. Et en fin de compte, la première des choses que l'on a fait comme analyse, c'est qu'on a fait un questionnaire, et j'ai dit, je vais aller interviewer Mandeep Mehra. Et plutôt que d'aller à la conclusion telle que l'AFP l'a fait, telle que le ministre de la Santé l'a fait, telle que plein de personnes l'ont fait, eh bien, on a eu cet esprit critique. Et je trouve que l'intelligence collective, c'est notre réponse et c'est ce qu'on fait chez François. On essaye de donner la parole à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, surtout au contraire, on a question à tout. Et c'est ça la base de ce qu'on fait. Merci beaucoup, Gio-Claude, de nous avoir donné ton temps. Moi, j'adore discuter de ce genre de choses. J'adore justement la controverse parce que c'est de la controverse que naît la lumière, même si jamais on n'est pas d'accord sur tout, parce qu'on n'a pas réponse à tout malheureusement. Et d'ailleurs, ou heureusement, on n'a pas réponse à tout parce que ça veut dire qu'on est encore humain et on a encore des choses à apprendre. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt sur la chaîne de François. Merci beaucoup de nous suivre autant que faire se peut, de nous soutenir. Pour cette information que j'appelle loyale et éclairée, qui justement essaye d'éviter ces nombreux biais du journalisme actuel, qui confond parfois journalisme et propagande, qui confond la hauteur de sujet, la hauteur de vue. Donc oui, la pédocriminalité, c'est un problème, il faut en parler, il ne faut pas hésiter à en parler, mais il faut parler de manière posée, de manière non excessive, de manière à ne pas effrayer les gens, parce que quand on effraie les gens, eh bien on polarise, on radicalise les positions. C'est ce qu'on essaye de faire. On a aussi essayé de faire ça sur la crise sanitaire en essayant d'exprimer un point de vue qui était différent parce que il y avait une seule parole qui était possible dans les médias et donc on a porté cette controverse. C'est pour ça qu'on a été stigmatisé. Merci à tous et excellente journée. J'ai aussi un petit peu donné à Gio-Claude quelques idées pour son interview. Comme ça, il pourra me poser les questions quand il veut. À très bientôt.